Bonjour à tous, je suis Jérémy et aujourd'hui on se retrouve sur le module Établir son business model dans le e-commerce. Mais avant de commencer, on va voir ensemble le plan de ce module. Donc dans un premier temps, on va voir qu'est-ce que c'est qu'un business model. Ensuite, on verra les différents business models qui existent dans le web. Ensuite, nous verrons comment on fait pour trouver des idées de business. Donc je vous partagerai mes outils, mes tips qui permettent du coup de réussir à trouver ou à valider des idées de business. Ensuite, on verra comment intégrer le concept de Lean Startup dans le e-commerce. Et on finira du coup par mon conseil pour avoir un business pérenne dans le temps. Donc pour commencer, on va voir la partie 1, donc l'introduction. Un business model, qu'est-ce que c'est? Donc le business model, il faut savoir que c'est quelque chose qui est au cœur d'un business plan. C'est le point de départ, l'idée originale de toute création d'entreprise. D'accord? Ça, c'est vraiment important. C'est que déjà, il faut avoir une idée. Okay, donc une fois que vous avez votre idée de création de business, il va falloir définir un business model, ça veut dire écrire, identifier le marché, identifier la concurrence, identifier les produits que vous souhaitez vendre, les prix, le prix, la communication, etc. Ça, voilà, c'est comme ça qu'on construit, qu'on fait un diagnostic du coup sur votre idée originale. Alors pour réussir du coup à faire un business model, la première chose à faire, c'est vraiment de faire une analyse concurrentielle approfondie qui vous permettra de vous différencier, de vous démarquer de la concurrence et de proposer quelque chose qui est innovant par rapport à votre marché. Cette valeur ajoutée est primordiale pour permettre à l'entrepreneur de réaliser des gains financiers et développer son activité commerciale. Si le modèle économique n'est pas bien défini ou mal différencié par rapport à ceux de vos concurrents, les chances de réussite seront réduites. Cela ne veut pas forcément dire qu'un business model doit être figé dans le temps, d'accord? Au contraire, il faut que ça évolue parce que il y a des choses qui peuvent se passer dans votre marché qui fait que du coup, il va falloir faire des petits virages. Par exemple, ça va être un besoin qui va être différent, ou alors la société qui va du coup être différente. Si je prends par exemple le marché de l'immobilier, là on peut voir que du coup les gens qui ont fait une stratégie pour, je sais pas, faire du business dans l'immobilier, là ils sont en train de revoir un petit peu leur business model parce que quand on a des taux qui s'approchent des 4%, c'est compliqué d'avoir le même chemin, le même parcours, le même business model que l'année dernière où les taux étaient à 1%. Voilà. Donc il va falloir toujours, et ça c'est ultra important, de réussir du coup à modéliser votre business model en fonction du besoin de vos clients qui peuvent changer, hein, ou alors de la société qui a évolué avec les crises financières, etc. etc. Pourquoi créer un business model? La première raison, elle est pour vous. C'est-à-dire que ça vous permet d'avoir quelque chose de concret par rapport à une idée que vous avez eue au départ, et ça permet vraiment d'écrire une page ou deux sur vraiment le marché dans lequel vous allez aller, les produits sur lesquels vous souhaitez aller, comment vous allez commercialiser vos produits, est-ce que je vais plutôt faire du e-commerce, du dropshipping, vendre sur les marketplaces, etc. C'est vraiment de vraiment écrire tout ça sur deux-trois pages afin de vraiment d'avoir quelque chose de concret par rapport à une idée que vous avez eue. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est vraiment plus si vous souhaitez avoir du coup des financements pour votre projet, vous avez besoin d'argent, d'accord? Donc vous allez voir soit des banques, soit des partenaires privés, et ces personnes-là, ce type de partenaires vont forcément vous demander un business model, vous expliquer, ok, tu veux te lancer dans quoi, quel produit tu vas vendre, etc. Et si vous allez voir ces partenaires avec un business model, vous allez déjà être plus crédible, et deux, ça sera plus facile pour vos partenaires de vraiment auditer votre projet et du coup de voir s'ils peuvent vous financer l'argent que vous demandez. D'accord? Voilà, ça c'est la deuxième raison. Maintenant qu'on a fini l'introduction, on va regarder la partie 2 et on va identifier les différents business models qui existent dans le web. Le premier business model qu'on entend beaucoup, d'accord, c'est ce qu'on appelle le dropshipping. Donc c'est un modèle économique qui est lié au e-commerce, qui est du e-commerce, hein, c'est de vendre un produit sans forcément avoir du stock. D'accord? C'est-à-dire que je suis e-commerçant, je veux vendre des colliers pour chiens, d'accord? Je vais trouver un fournisseur qui sera capable de me fournir ces produits-là. Par contre, je vais voir avec lui pour que du coup, on fasse du dropshipping. Donc, c'est-à-dire que j'achète pas de stock. Dès que j'ai une commande qui tombe sur mon site, c'est mon fournisseur qui va du coup envoyer la commande à mon client final. Et moi, en gros, je paierai pour cette commande-là mon fournisseur, le produit, la logistique,
et le transport. Et puis voilà. Donc ça veut dire que moi je m'occupe, mon métier premier là-dessus, c'est du coup de communiquer. D'accord. Je m'occupe pas de tout ce qui est achat, logistique, etc., etc., parce que c'est mon fournisseur qui va s'en occuper. D'accord. L'avantage de ce modèle économique, c'est que les coûts de démarrage sont très réduits. Comme je vous l'ai dit, on n'achète pas de stock. On se concentre sur la commercialisation et la vente du produit. C'est vraiment votre cœur de métier. Grande flexibilité, on est très souple, on peut faire des virages très facilement, voilà, ou rajouter des produits si besoin, adapter la communication très facilement parce que du coup, on n'a pas besoin, on n'a pas de stock, etc. Voilà. On peut tester très rapidement un produit. C'est-à-dire que si vous pensez qu'un produit peut être intéressant pour votre marché, au lieu de commencer à regarder pour acheter du stock, à investir dans le stock pour ce produit-là, etc., là, on peut directement de faire une page de vente sur le site et de regarder de faire de la com dessus et de regarder si on vend. Si on vend, c'est parfait. C'est facile et rapide à mettre en place. Il faut juste un site e-commerce. On peut travailler avec des fournisseurs du monde entier. Donc, l'un des fournisseurs les plus connus et le plus utilisé quand on fait du drop, c'est AliExpress. D'accord. Après, il y en a d'autres qui sont Zentrada par exemple, qui sont plutôt en Allemagne. Et ça offre du coup une grande variété de produits à leurs clients, donc à nos clients. Donc c'est-à-dire qu'on peut vraiment proposer une variation de produits à nos clients. Alors vous allez voir que moi ce que je recommande quand on fait du dropshipping, c'est d'avoir une 15-20 produits, pas plus. Ça sert à rien d'avoir plus de produits parce qu'on verra ça après. Un business model où on a 300, 400, 500 produits, dans un premier temps, c'est pas forcément ce que je recommande, d'accord? Parce que vous allez vous perdre sur vraiment la structure du site, la création de contenu, etc., etc. Donc c'est pas forcément idéal. Ensuite, l'inconvénient. L'inconvénient du dropshipping, les inconvénients, c'est que du coup on ne contrôle pas tout. D'accord. On ne peut pas contrôler la qualité du produit qui est expédié. Donc c'est-à-dire que vous pouvez avoir du SAV qui peut être catastrophique. Les marges sont plus faibles, d'accord, par rapport à du vrai e-commerce où on va négocier les prix d'achat en fonction de la quantité. Là, dans un premier temps, du moins, votre fournisseur vous fera payer le plein tarif des achats parce qu'il ne connaît pas du coup le volume de produits que vous pouvez lui faire expédier, d'accord. Ça nécessite des compétences en communication pour vraiment vendre, parce qu'un site internet, un jour j'ai un client qui m'a sorti ça. Avoir un site internet c'est bien, mais c'est comme avoir une pancarte au milieu du désert, ça sert strictement à rien si on n'a pas de communication, si on ne communique pas. Et ça c'est vrai. Donc c'est à dire qu'il va falloir communiquer correctement, donc en utilisant les différents leviers que vous allez voir apprendre chez DJ Atlas. Voici des exemples de sites en dropshipping, donc il y en a énormément. La plupart du temps, on les reconnaît, ces sites de dropshipping, c'est parce qu'ils ils proposent des livraisons à 4-5 jours. D'accord. À l'époque, c'était 30 jours. Maintenant, c'est un peu plus court, les délais de livraison, parce que AliExpress a des entrepôts maintenant en Europe, donc c'est un peu plus court sur certains produits. Mais voilà, la plupart du temps, on les reconnaît comme ça. C'est du coup des sites. Si je vous donne l'exemple par exemple pour toi mon chat, on a un site qui ressemble à ça. Donc c'est un site fait sur Shopify. Et voilà, c'est des sites qui ressemblent à ça. Donc là, on est vraiment sur un marché de niche, sur les chats, uniquement les chats. Et du coup, on a des produits pour les chats. D'accord. Donc ça, c'est vraiment des sites typiques de dropshipping. Voire ça, on voit que c'est un consultant SEO qui a créé ce site-là parce qu'on a énormément de contenu. Ensuite, le deuxième business model qu'on va voir ensemble, c'est le e-commerce, donc le vrai e-commerce. Alors moi je différencie bien les deux, vous avez compris, c'est le dropshipping pour moi c'est pas du vrai e-commerce, et le vrai e-commerce c'est quand on achète du stock et du coup qu'on revend ce stock sur le site internet. Voilà. Alors là c'est exactement comme le dropshipping, sauf que maintenant on achète du stock, donc on négocie, on trouve des fournisseurs, on négocie les prix d'achat des produits et on vend. C'est exactement la même chose. L'avantage, c'est les mêmes avantages que le dropshipping la plupart, d'accord. L'accessibilité, par contre on a maintenant ici les coûts réduits parce que du coup on achète par rapport au dropshipping le stock, le coût d'achat c'est ce que je viens de dire, les suivis des données clients, ça c'est important aussi, ça veut dire qu'on peut suivre les produits, on a la main sur la logistique donc du coup on peut suivre tout ça, faire mieux son travail de SAV. On peut toucher un public mondial, d'accord, par rapport, vous allez voir, à du commerce basique, d'accord. Vous êtes sur Besançon par exemple et vous avez une boutique au centre-ville, vous allez viser que les personnes qui sont sur Besançon et aux alentours. Donc on a un public plus restreint par rapport au e-commerce. Voilà. Et c'est rapide à mettre en place.
un peu moins que le dropshipping, mais c'est quelque chose, voilà, le e-commerce qu'on peut très facilement mettre en place. Il suffit d'un site, il suffit d'avoir des produits, etc. Donc c'est bon, voilà, c'est plus facile qu'on va dire qu'un commerce basique où il faut un local, etc., etc. Voilà. Les inconvénients, du coup, la concurrence accrue, bien entendu. Donc ça c'est quelque chose qui est important. Parce que du coup, en un clic, si je cherche par exemple, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des colliers pour chiens, en un clic, j'ai une cinquantaine de sites à ma disposition en tant que client, hein, pour acheter des colliers pour chiens. Voilà. Les frais de livraison, là on en a, hein, par rapport à un commerce normal. Du coup, il y a des frais de livraison. D'accord. Risque de sécurité, ça c'est des problèmes qui sont de moins en moins présents parce que même si WordPress se fait beaucoup attaquer parce qu'il est très connu, d'accord, on va dire on peut limiter les risques si on fait les choses correctement. Problème technique pareil, si on fait les choses correctement sur le site e-commerce, on ne peut ne pas en avoir. Retour et remboursement, ça oui, c'est tout business, on va dire, lié, quoi, tout business commercial, on peut avoir des retours et remboursements. On a une dépendance à la technologie. Alors, même si ça va très vite, même si voilà, on a une dépendance, certes, mais on a tellement d'acteurs sur le marché qui fait que du coup, on n'est pas forcément dépendant d'une seule société ou des GAFAM, etc. Donc, bon, voilà, c'est pas forcément dramatique cette partie inconvénient. Difficulté à établir la confiance des clients. Oui, ça c'est vrai, parce que du coup, on n'a pas un lien direct avec eux, ils viennent sur ton site, donc après, il faut faire en sorte que sur ton site, tu les réassures, tu donnes confiance, etc. Voici des exemples de e-commerce qui, du coup, sont assez récents. On a du coup Happyform, on verra après. On a Novabaum, qui est du coup une ancienne étudiante de DJ Atlas, voilà, qui est un site qui commercialise un baume réparateur. Et on a Nutrienco, à peu près dans le même secteur qu'Happyform. Et si on regarde du coup Happyform, on a un site qui ressemble à ça. Donc c'est un site fait sur Shopify. On était sur WordPress avant, maintenant ils sont sur Shopify. Voilà, donc on voit que du coup, si on regarde ce qui nous intéresse, on peut voir que c'est expédié le même jour pour les commandes avant 15 heures, livraison en 48 heures. Donc là, on voit que c'est pas du drop, hein. C'est vraiment, il y a des, comment ça s'appelle, il y a vraiment des produits en stock, etc. Le troisième business qu'on peut voir ensemble, c'est la vente de formation, qui du coup est quelque chose qui est de plus en plus d'actualité actuellement. Un peu plus alors, et du coup qui a été réglementé parce que justement la formation, on a tout et n'importe quoi et il faut faire attention. On a beaucoup de gourous, des choses comme ça où on n'apprend pas forcément grand chose, et du coup maintenant il y a une réglementation qui est arrivée avec Datadoc, là on va dire il y a quelques années, maintenant Calliope. Mais la vente de formation, c'est quelque chose quelque chose qui fonctionne assez bien au niveau du business. Quand on est expert dans un domaine, vendre des formations, ça peut être quelque chose intéressant, d'accord. Euh, donc il y a plusieurs façons, hein, de faire de la vente de formation, hein, soit 100% à distance, soit en présentiel, ou soit de mixer tout ça. Les avantages, c'est accessible, on va dire, assez facilement à tout le monde, hein, pour les experts, dès qu'on a trouvé du coup un domaine d'expertise. Les coûts sont réduits, ouais, puisque du coup, lancer une formation par rapport, on va dire, là je suis vraiment focus sur les formations en ligne, hein. Par rapport à un catalogue de formations qu'on va lancer en présentiel, on va dire les coûts sont beaucoup plus réduits puisqu'on n'a pas besoin de salle, on n'a pas besoin de choses comme ça. Voilà. C'est très flexible, on peut personnaliser à volonté la formation et c'est rapide à mettre en place. Voilà, il faut juste créer le contenu de ta formation. Créer le contenu de formation, c'est quelque chose qui peut être assez compliqué, mais ça fonctionne assez bien. Au niveau des inconvénients pour la vente de formation, la concurrence, on a de plus en plus de personnes qui sont lancées du coup dans le domaine de la formation. Alors il faut faire attention, hein, ça se trouve dans votre cœur de métier, il y aura très peu de concurrence, d'accord. Donc voilà, il faut regarder par rapport à votre modèle économique. Il faut être organisme de formation déjà dans un premier temps, et ensuite en étant organisme de formation, il faut être Calliope. C'est pas obligatoire Calliope, mais voilà, si vous êtes Calliope, quand même vous êtes audité, qualité, etc. Alors les gens commencent à comprendre, hein, que Calliope c'est important, et du coup quand on est en face, j'ai deux formations qui sont identiques et il y en a un qui est Calliope, je vais plutôt utiliser la formation qui est Calliope. Et il y a d'autres avantages là-dessus, c'est qu'on peut utiliser des financeurs externes, genre CPF, genre Pôle emploi, etc. Voilà.
Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'arnaques, donc faire attention. Et il faut réussir à commercialiser, ça c'est un deuxième point qui est important. Il faut réussir à commercialiser la formation. Du coup, il faut quand même utiliser et avoir des notions de communication. Là, ici, on a des exemples, par exemple, de formation. DigiAtlas, vous le connaissez, hein, donc c'est un organisme de formation qui est Calliope. Et on a Danilo Duchesne qui est du coup une formation liée sur Facebook Ads à 100%, qui est du coup une formation intéressante, mais qui n'est pas Calliope. Ensuite, on a tout ce qui est les marketplaces. D'accord. Donc là, vous connaissez, hein, marketplace, on a Amazon, Cdiscount, Airbnb, Uber Eats, etc. C'est des plateformes en ligne où les produits qui sont vendus ou les services qui sont vendus dessus n'appartiennent pas à la marque. D'accord. Donc il faut savoir que 80% des produits qui sont sur Amazon n'appartiennent pas à Amazon. D'accord. Alors même 70 maintenant. Parce que maintenant Amazon a créé leur propre marque et du coup il y a certains produits qui du coup commercialisent à leur marque. Voilà. Mais on va dire 70% de leurs produits n'appartiennent pas à Amazon, c'est des vendeurs externes qui vont mettre à disposition les produits sur Amazon. D'accord. Et il y a plein du coup de marketplace maintenant. On a le Roi Merlin, c'est un marketplace. Même maintenant, moi je fais mes courses en ligne sur Intermarché, sur l'application, et du coup on a même maintenant des produits qu'on peut acheter qui ne sont pas à Intermarché, mais à des fournisseurs externes et on peut les commander. Voilà. Donc on va dire que énormément de e-commerçants se mettent aussi maintenant à créer, alors les gros e-commerçants je parle, hein, à créer vraiment une marketplace pour avoir un catalogue plus fourni de produits, bien entendu en rapport avec leur activité. L'avantage, c'est un accès à une large audience. D'accord. Donc vous, en tant qu'e-commerçant, si vous souhaitez vendre sur les places de marché, ce qui est intéressant, c'est que du coup, vous allez pouvoir mettre un produit sur Amazon, par exemple, et toucher l'audience d'Amazon, qui est énorme. D'accord. Énormément de personnes achètent sur Amazon. Donc vous vendez, je ne sais pas, des probiotiques, d'accord, et que la concurrence n'est pas forcément importante sur Amazon, vous allez tout de suite toucher une audience et vous allez faire tout de suite des ventes. Les coûts initiaux sont réduits, donc si vous vendez sur Marketplace, ben oui, parce que vous n'avez pas besoin de site internet, pas besoin de communiquer, vous avez juste besoin de mettre un produit sur Amazon. Euh, alors la plupart des places de marché, on va quand même vous demander un abonnement mensuel, qui est très faible, qui est de 30 euros par exemple par mois. Voilà. Et après, vous mettez votre produit, vos catalogues de produits sur Amazon, sur la place de marché. Et eux, comment ils se rémunèrent? Ils vont récupérer un pourcentage des ventes, d'accord. Et puis certaines places de marché, notamment Amazon, vont même s'occuper de la logistique. D'accord. Les produits sont stockés chez eux et dès qu'il y a une vente, c'est eux qui expédient le colis au client. Voilà. Donc les coûts sont vraiment très réduits quand on vend sur une place de marché. Processus de vente simplifié, voilà, parce que tout est chez Amazon et c'est Amazon qui s'occupe de la vente et après Amazon vous reverse uniquement l'argent qui vous appartient. Meilleure visibilité, parce que oui, quand on est sur des places de marché qui sont très connues, hein, on est bien visible. À part si du coup il y a de la concurrence sur vos produits. Et on a pareil la possibilité de tester de nouveaux produits très facilement parce que ben oui, il suffit d'acheter un peu de stock et de le mettre. On peut même faire du dropshipping hein, sur les places de marché, pour savoir. Hein. Alors je vous recommande pas forcément, mais voilà, ça peut fonctionner. Et donc du coup voilà, donc pour les avantages et pour la partie inconvénient, ben, les frais peuvent être élevés, oui, ils prennent un pourcentage. Amazon c'est 15-20% hein, sur votre marge. La concurrence peut être accrue en fonction du marché. Donc par exemple, je vous donnais l'exemple des probiotiques, ben, il y a une grosse concurrence sur les probiotiques, sur les produits de santé, donc faites attention. Perte de contrôle sur l'image de marque, ça c'est aussi important, c'est qu'on peut être sur une place de marché qui du coup a un bad buzz par exemple, et du coup si vous vendez des produits dessus, bah, du coup ça va se répercuter sur votre image de marque. Risque de suspension de compte, ça c'est ultra important, c'est que moi quand j'ai vendu sur Amazon, à l'époque quand je vendais des produits bio et naturels sur internet, sur la marque Naturelio, bah du coup on a eu pendant 2 mois le compte suspendu sur Amazon. Quand tu fais 90% de ton chiffre d'affaires sur Amazon, tu pleures. Voilà. Donc ça, c'est un peu dramatique. La difficulté de fidéliser les clients, ça c'est aussi important parce que qu'on n'a pas les données clients. Ah, voilà, on ne peut pas les récupérer, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire en sorte que les clients qui ont acheté chez toi, qui ont acheté sur Amazon, viennent acheter chez toi. C'est interdit par les places de marché et du coup on n'a pas les données clients. Voilà. On peut les récupérer, on a le nom, prénom, adresse mail, non, même pas l'adresse mail, pardon, heureusement qu'on n'a pas l'adresse mail. On a le nom, prénom, l'adresse postale, mais c'est tout. Voilà. Donc ça peut être un peu dramatique. Ça, c'est vraiment un gros inconvénient des places de marché.
Des exemples hein, de places de marché, ben, on connaît tous Amazon et Leroy Merlin, c'est aussi une place de marché. Voilà. Même s'il y a des produits à eux dessus, on a aussi des produits qui sont à des fournisseurs externes. L'affiliation, c'est un business qui est aussi intéressant. En gros, comment ça se passe? Vous avez un site internet, par exemple un blog, etc., peu importe, sur, je sais pas, les arbres achats. Et du coup, vous allez écrire pas mal d'articles là-dessus. Et quand vous allez à écrire un article, par exemple, sur un arbre achat en particulier, vous pouvez envoyer vos internautes, vos visiteurs, directement sur Amazon, par exemple, parce que vous avez un compte d'affiliation sur Amazon, sur le produit en question. Et vous allez recevoir une commission si la personne achète sur Amazon dans les 30 jours. D'accord? Donc ça marche avec un système de cookies. Le cookie reste pendant 30 jours dans le navigateur de l'utilisateur et s'il achète ce produit-là dans les 30 jours, vous recevez une commission. Voilà. L'avantage de ce modèle économique, c'est qu'on n'a pas besoin de créer son propre produit, donc on n'a pas besoin de créer de produit. On fait des liens vers des produits, vers Amazon, vers des affiliateurs, d'accord? Pas de gestion de stock, moins de responsabilité, pas besoin de créer sa propre plateforme, d'accord, Marie, et pas de coûts initiaux, on a juste besoin d'un site internet, de créer du contenu, c'est tout. Les inconvénients, bah, les commissions sont relativement faibles, la plupart du temps c'est 15%, 10%, 15%, 20% du montant payé par le client. On est dépendant de l'annonceur, d'accord, bah, par exemple d'Amazon. La concurrence est accrue, oui, parce qu'un site internet sur par exemple les arbres achats, il va falloir que vous fassiez de la com, vous positionnez correctement sur Google, etc. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui peut être compliqué en fonction du business model sur lequel vous êtes. Perte de contrôle sur l'expérience client, oui, parce que du coup, il va pas acheter vos produits chez vous, hein. Donc, ça veut dire que vous n'avez même pas la donnée client. Ça, voilà, c'est dramatique parce que du coup ils vont acheter des produits, tu sais qu'il y a voilà, tu as reçu une commission, tu sais qu'une personne a acheté, par contre tu n'as pas le nom de nom, prénom, adresse mail de la personne. Je vous donne des exemples, par exemple sur la box du mois qui est ici, qui est un comparateur de box. Donc là par exemple monsieur Marguerite, d'accord, qui est du coup si je clique dessus, hop, on a ici du contenu hein, lié à du coup à cette fiche. Et si je fais site de la box, on arrive ici sur le site. Et là, je ne sais pas si vous avez vu, mais on a un petit lien qui est là. Ce lien de tracking, c'est un lien donc, qui est rattaché à la plateforme qui s'appelle pardon. Voilà. On a Monsieur Marguerite qui est du coup sur Affiliae. Et on a la box du mois qui est aussi. Donc, celui en tant qu'annonceur, lui en tant que blogueur, d'accord? Alors, ils appellent éditeur, ils appellent ça, je crois, comme ça. Et du coup, la mise en relation se fait grâce à cette plateforme-là d'Affilae. Et du coup, on a une plateforme en tant qu'éditeur, on a une plateforme et on sait que du coup, bah, telle personne a acheté, c'est Monsieur Marguerite. On a accès aussi à son programme d'affiliation, etc. Voilà, donc on a accès à pas mal de choses. Et du coup, le lien se fait comme ça. Se fait du coup avec un système de tracking, comme là. Et maintenant qu'il y a un cookie qui s'est installé dans le navigateur, s'il achète le produit, un des produits de Monsieur Marguerite dans les 30 jours, par exemple pour 100 euros, la box du mois va récupérer par exemple 15% des 100 euros, donc 15 euros. Voilà. Ça, c'est l'affiliation. Et bien entendu, il y a énormément d'autres idées de business. On a l'influence, d'accord, devenir influenceur. On a la publicité sur son blog avec Google Ads par exemple, Google AdSense pardon. On a les achats de noms de domaine. On peut faire un business dans les achats de noms de domaine, miser sur l'avenir, acheter des noms de domaine qui peuvent potentiellement valoir de l'argent plus tard. Je donne beaucoup l'exemple de crédit.com qui s'est vendu des milliers d'euros, 100, 200, 300, 400 000 euros, d'accord? Juste le nom de domaine, il n'y a pas de site. Hein. La vente de services sur Fiverr, sur 5 euros, on peut vendre des prestations de services. La vente de liens, donc ça c'est pour les SEO. On peut avoir créé un blog par exemple qui est très bien positionné et puis on peut vendre des liens, d'accord? C'est ce qu'on appelle des backlinks, ok? Donc voilà, on vient de finir la partie 2 et maintenant on va attaquer la partie 3 et on va essayer de trouver des idées de business. Je vais vous montrer comment plutôt trouver des idées de business. Alors, avant de vous expliquer comment trouver des idées de business sur le web, il faut comprendre le lien entre les différents business qu'on vient de voir. Et ce lien-là est fait grâce au marché. Donc, dans un premier temps, il va falloir identifier le marché sur lequel vous souhaitez aller. Et pour faire ça,
on a plusieurs étapes. La première étape, c'est de lister sur un petit bout de papier, d'accord, les produits que vous consommez tous les jours. D'accord. Donc pour avoir des idées, voilà, moi je note à chaque fois sur un bout de papier les produits que j'achète régulièrement. Tac, tac, tac. Et vous faites une liste d'une vingtaine de produits. Et sur chaque produit, vous allez identifier le marché qui correspond à ce produit. Alors, il faut faire attention, c'est que l'objectif est d'avoir vraiment un marché de niche. Car ce qui fonctionne actuellement dans les commerces, c'est vraiment les marchés de niche. D'accord. Donc le marché de niche, c'est quoi? C'est des sites e-commerce. Par exemple, je vous ai donné un exemple ici, je crois, sur on est sur un marché des chiens. Le marché de niche pour les chiens, ça serait par exemple les jouets pour les chiens en forme d'os. Ça, c'est un marché de niche. On va trouver quoi? Une quinzaine, une vingtaine de produits, c'est suffisant. Une fois que vous avez fait ça, vous allez utiliser un outil qui permet de faire cette analyse, d'analyser du coup si ça peut être porteur. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, si je vais sur Inside Yoda, on est sur par exemple le marché des baguettes. C'est l'exemple que je vous donne après de sourcier. D'accord. Voilà. On est ici sur les baguettes de sourcier. Et là, on peut voir l'élément qui est important, moi que je regarde tout le temps, c'est du coup les mots-clés. Donc là, alors très rapidement j'explique, j'ai mis ça. Et ici on a les expressions qui se rapprochent du mot-clé que j'ai défini là-haut. D'accord. Donc là on me donne pas mal de mots-clés. Et à côté ici, ce que je vais regarder, c'est les recherches sur Google. Donc c'est-à-dire que baguette de sourcier, c'est tapé 4400 fois sur Google. Et du coup, ben voilà, c'est de regarder ici le marché. Donc là, ça peut être un marché assez porteur parce que on a pas mal de recherches. On a quoi aussi si je regarde sur, par exemple, les bougies. Alors l'élément aussi qui est important que je ne vous ai pas montré sur l'autre, sur les baguettes, c'est de regarder ici, c'est de regarder ça, mais de croiser avec ce qu'on a ici. Ici, c'est le nombre de recherches. Alors le nombre de recherches, pourquoi pour moi c'est important, autant que ça me permet d'avoir une concurrence. C'est-à-dire que plus ce nombre est important, plus il y a des résultats qui sortent sur ce mot-clé-là. Et plus il y a des résultats, plus la concurrence est rude. Ok. Donc là, par exemple, si je regarde, voilà, parfumé, ok. Donc on peut voir par exemple que bougie parfumée, c'est tapé énormément de fois. Pas beaucoup de résultats. Donc pour moi, ça c'est un marché qui peut être intéressant. Alors pour moi, c'est ma mini-étude des marchés, ça. C'est-à-dire qu'au lieu de s'amuser à faire des études de marché qui prennent du temps, etc., on n'a pas le temps quand on veut lancer plusieurs business sur le web, c'est de faire ça. C'est de regarder avec des outils comme ça, de regarder si il y a pas mal de recherches. Donc plus ça c'est élevé, mieux c'est-à-dire qu'il y a des acheteurs potentiels. Et on regarde ça, si ça c'est pas trop élevé, inférieur à 1 million par exemple sur certains mots-clés, il n'y a pas beaucoup de concurrence, donc on peut y aller. Voilà. Très rapidement, très synthétiquement, comment je fais moi pour trouver des idées de business et valider des idées de business surtout. Une fois qu'on a fait ça, donc regardez si le marché est porteur, d'accord. Dans l'exemple qu'on va suivre jusqu'à maintenant, ça va être du coup les baguettes de saucier. Donc la première chose que je vous ai montré tout à l'heure sur Inside Yoda, c'est d'identifier du coup les produits que on veut vendre sur le marché. Il y a plusieurs façons de trouver des produits à vendre sur ce marché-là. On a Inside Yoda, on a Google, on a Amazon, on a ChatGPT. Ça, c'est des choses. Alors, ChatGPT, je vous montrerai. Hein. Mais Inside Yoda, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc là, si je retape le mot-clé, hop, par exemple, baguette de sourcier, on peut voir qu'ici, on a des baguettes de sourcier en bois, ça peut être un produit. On est en métal, ça peut être un produit. En cuivre, ça peut être un produit. Tac, tac, tac. Est-ce qu'il y en a d'autres Baguette de noisetier, ça peut être un autre produit. Biobiologie, on peut voilà, pareil, un autre produit. Donc là, on a pas mal de petits produits. On peut faire ça. Ou alors, on peut aller aussi sur Google, on va regarder la concurrence, tout simplement. Baguette de sourcier. Ça va dire regarder un petit peu les concurrents, ce qu'eux, ils vendent comme produits. Donc là, les différentes baguettes. Donc lui, il ne doit pas forcément... C'est la boutique. Hop, donc là on a les produits, hein. Donc on peut voir d'autres produits, des produits arbre de vie, baguettes en laiton, en bois. Donc on peut s'inspirer voilà, de la concurrence. On a Amazon aussi. Amazon. Si on va sur Amazon et je tape baguette de sourcier, on va trouver des produits. D'accord, donc là on peut regarder un petit peu les produits. On peut regarder ceux qui se vendent le mieux. Alors la plupart du temps sur Amazon, les premiers, faut se fier aussi aux avis. Hein. Les premiers, c'est ceux qui se vendent le plus. D'accord, donc on peut regarder par rapport à ça. On a ChatGPT.
Voilà, maintenant c'est un outil indispensable quand on fait du web maintenant. Ok, donc là on peut par exemple, on va aller sur GPT-3,5, ça sera plus rapide. Trouve-moi des idées de produits pour le marché des baguettes de sourcils. Voilà. Et là, il va me trouver des baguettes, donc baguettes de sourcils traditionnelles, baguettes de sourcils modernes, kit de sourcils complet, accessoires de sourcils, cours de formation. Tiens, alors là, c'est intéressant, on verra ça après pourquoi. Voilà, donc là, on a des produits, on peut avoir des idées de produits. D'accord? Pourquoi pas? Ok. Donc, une fois que vous avez trouvé des produits pour votre marché, bah maintenant, il faut se poser une question, c'est comment je vais commercialiser ces produits. D'accord? Donc, on a vu plusieurs business models précédemment. On a vu le drop, on a vu le e-commerce, on a vu le marketplace, on a vu les ventes de formation, on a vu l'affiliation. Et du coup, ben, à votre avis, quelle est la plateforme que je vais utiliser pour vendre mes produits? Vous allez voir, je vais vous présenter du coup moi ma façon de voir les choses. Et c'est comme ça que moi je vous recommande de lancer un business. Alors ça s'adapte, hein, ça s'adapte en fonction de vos besoins, etc. Si vous sentez que vous avez besoin d'adapter, adaptez-le. Voilà. Dans un premier temps, quand je lance un business comme ça, je fais toujours du dropshipping. Le dropshipping me permet de tester le marché, d'accord, de voir si vraiment mon analyse que j'ai fait, elle est correcte. Et au lieu d'investir des milliers d'argent dans l'achat de stock, etc., ce que je fais, c'est du drop sur mes produits et je teste le marché. Je peux identifier grâce aussi au dropshipping les best-sellers par rapport aux produits que j'ai sélectionnés, les meilleurs produits. Et donc, du coup, je peux me lancer avec un petit budget. Si tout ça est vert, on passe à l'étape d'après. La deuxième étape consiste à faire du vrai e-commerce et du coup d'investir dans du stock sur les produits en best-seller. D'accord? Donc ça, il y a plusieurs façons de le faire. C'est soit on le fait toujours sur le même site, d'accord. Donc une fois qu'on a le site avec les 15 produits, les best-sellers vont très vite se dessiner. Et ce qu'on va faire, c'est que pour les meilleurs produits, 2-3 meilleurs produits, je vais investir dans du stock, je vais avoir du stock. Et quand les gens en commanderont, du coup, j'enverrai. Et quand ça sera des produits que j'en stocke, c'est moi qui enverrai, par exemple. Et si c'est des produits que j'ai pas en stock, ça sera mon fournisseur en dropshipping. Et en parallèle de ça, d'accord, du site e-commerce, je vais également vendre sur Amazon. Ce qui est intéressant avec Amazon, c'est que très rapidement, on peut faire du cash, d'accord, donc de l'argent qu'on va pouvoir réinvestir dans le business. Parce que Amazon, si vous avez trouvé des best-sellers, vous le mettez sur Amazon, vous faites une optimisation sur Amazon et très rapidement, vous allez avoir du cash. Voilà. Et là, du coup, comme on a maîtrise des achats, d'accord, les coûts d'achat, vous allez voir qu'au niveau de la marge, ça peut être intéressant. Une fois qu'on a fait ça, on passe à l'étape 3, à solidifier sa place sur le marché. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on fait? Donc vous avez bien compris, on a toujours un site internet. Et ce que moi je fais, j'aime bien faire, c'est sur le même marché, c'est de consolider mon marché, d'être vraiment le leader sur le marché. Et pour ça, je fais ce qu'on appelle de l'affiliation. Donc je vais créer d'autres sites internet, d'accord, des sites de blog, etc. Et je vais un petit peu inonder le web de ces sites-là pour du coup être vraiment bien positionné sur le moteur de recherche de Google notamment. Et ce que je ferai, c'est que je vais faire de l'affiliation à moi-même, d'accord. Donc quand je vais parler par exemple des baguettes sensitives ou baguettes de sourcier, je vais renvoyer les gens sur mon site, d'accord, sur le site de vente, d'accord. Voilà. Et je vais essayer d'inonder comme ça le web de mes sites pour vraiment être les leaders et consolider fortement ma place sur le marché. Et une fois qu'on a fait ça, on passe à l'étape 4 qui consiste à réitérer les étapes 1 à 3. C'est-à-dire que on va réidentifier des nouveaux produits. Une fois qu'on a testé de nouveaux produits avec le dropshipping et qu'on a vu que du coup il y avait des best-sellers qui ressortaient du lot, ces best-sellers-là, je vais réinvestir dans du stock pour vendre ensuite ces produits sur mon site avec du stock et sur Amazon. Et une fois que j'ai fait ça, je fais de l'affiliation si besoin. Et après cette étape 4, on pourra avoir une cinquième étape qui est du coup la vente de formation. Donc vous avez vu tout à l'heure sur ChatGPT, on m'a proposé du coup de vendre de la formation. Parce que oui, le modèle économique que j'ai choisi de baguette de sourcier, c'est un modèle économique où on peut vendre de la formation. D'accord. Et ça peut être intéressant, une fois qu'on est venu expert de son marché, de commencer à vendre de la formation sur ce marché. Donc attention, c'est possible uniquement dans certains marchés. Il y a des marchés peut-être où on n'arrivera pas forcément à vendre de la formation. On passe du coup à la partie 4
de ce module, le Lean Startup au service du e-commerce. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est que le Lean Startup, le Lean Startup, c'est vraiment une approche de gestion d'entreprise qui est axée sur la création et le développement de produits ou de services innovants de manière efficace et efficiente. L'objectif principal est de maximiser la création de valeur pour le client tout en minimisant les gaspillages. Si je dois résumer cette définition que j'ai marquée là-haut, c'est vraiment de lancer un projet, un produit ou des services, quoi, vraiment des produits, son site e-commerce, on va dire en version non finalisée. D'accord. C'est vraiment de mettre aux yeux de tout le monde, de vos clients, un site internet, un produit, votre produit, voilà, et de tester votre force de vente, votre site internet, etc. Il faut savoir que le Lean Startup, ça a été développé par Toyota dans les années 50, c'est très vieux, hein, c'est encore beaucoup utilisé, et c'est une approche qui est beaucoup utilisée pour les startups, qui permet, comme je vous l'ai dit, de faire des expérimentations. Grâce au feedback qu'on aura des clients, on va pouvoir adapter notre produit en fonction de ça. Et ça, il faut le faire le plus rapidement possible, c'est important. C'est important parce que c'est pas une fois qu'on a le produit, qu'on a vraiment qu'on a misé sur du packaging, sur le site internet, le design, etc. Et quand vous allez du coup ouvrir le marché à vos clients potentiels, bah, du coup, si le client en face de vous dit bah non, c'est pas ça que je voulais, c'est pas ça que je veux, c'est pas si voilà, bah, du coup vous êtes un petit peu dans la mouise parce que vous avez passé beaucoup d'argent à faire des choses qui ne correspondent pas aux besoins de vos clients. Voilà. Et ça peut être dramatique. C'est pour ça que des fois il vaut mieux y aller avec un produit qui n'était pas forcément finalisé, mais grâce au retour que vous allez avoir de vos clients, de le finaliser. L'avantage de faire du startup, c'est qu'on a une réduction des risques, on a une innovation qui peut être rapide, on s'adapte et on maximise la valeur, la création de valeur. Et on est très flexible. L'inconvénient, c'est qu'on risque de se concentrer uniquement sur les clients. On peut avoir comme risque de sous-estimer les coûts, ça veut dire que ben, ouais, ces tests-là peuvent coûter de l'argent. Et on peut avoir un mécontentement, bien entendu, des clients parce que le produit n'est pas complètement finalisé. Alors, moi, je vais vous donner un exemple sur un de mes business. J'ai lancé ce site-là pour vraiment tester cette partie d'une startup. Vous allez voir que j'étais vraiment dans l'extrême. C'est que du coup, ça, c'est un site que j'ai lancé où je vends des tisanes bio en vrac. Si je prends par exemple ici la feuille de cassis, donc un packaging, il faut savoir que si je devais faire un packaging comme ça pour tous mes produits, ben, ça m'aurait coûté. J'avais fait un devis 15 000 euros, je crois, pour tous mes produits. 15 000 euros, c'est un investissement. C'est un investissement, surtout que je j'étais pas sûr à l'époque de pouvoir vendre mes tisanes parce que faut savoir que j'ai pas mal de business, tu as 20% qui fonctionnent et 80% qui tombent à l'eau parce que je vais pas au bout. On fait toujours des erreurs. On peut pas être à 100% tout le temps, je vous le dis, c'est pas possible. On fait des erreurs toute notre vie, même en apprenant des choses, même avec l'expérience, on fera des erreurs. Et là, ce que du coup j'ai fait dans ce projet-là, c'est que ce packaging, en réalité, j'en avais pas. D'accord. Donc j'ai un beau visuel qui donne envie. Par contre, quand les gens commandent ce produit-là, bah, du coup, je ne les envoie pas dans packaging là, je les envoie dans un papier craft basique. Et ce que j'ai fait, alors ça c'est pareil, ça c'est quelque chose qui peut être plus ou moins bien vu, c'est que dedans je mettais carte de visite en m'excusant parce que j'avais pas de packaging. Attention, j'ai vraiment fait ça moi pour tester, hein, pour tester le Lean Startup en réel sur le e-commerce. Et du coup, je mettais en gros une carte de visite dedans en disant voilà, excusez-moi, j'ai plus de packaging, mais pour m'excuser, je vous offre 15% de remise sur le prochain achat sur les jardins de Calice. Alors, en plus de tester les choses, le système de carte de visite avec le code promo, bah, ça permet aussi de ramener les clients, donc c'est une partie qui permet aussi, quoi, c'est quelque chose qui permet aussi de fidéliser. Bah, du coup, une fois que j'ai eu suffisamment, j'ai testé le marché et que j'ai vu que ça fonctionnait, d'accord, que le business model fonctionnait, bah, ce que j'ai fait, c'est que j'ai investi du coup dans l'achat du packaging. Donc ça a duré à peu près 6 mois, un an, quand même comme ça. Et au bout d'un an, 6 mois, un an, j'ai investi du coup dans le packaging. Donc là, c'est un exemple d'itération qu'on peut mettre en place quand on fait du lean startup. Alors là, je viens de vous montrer comment on peut, du coup, avec Tisanbio, comment on peut intégrer cette vision de lean startup dans l'e-commerce. Il y en a plein d'autres, hein, plein de façons de faire. Après, l'élément qui est important, alors ça, c'est vraiment un modèle que j'ai créé qui s'appelle le modèle 25-25-25-25. J'ai pas été très loin pour chercher ce modèle-là. C'est un modèle que moi j'essaye de respecter sur du long terme quand je lance un business, donc e-commerce notamment. Quand je dis e-commerce, c'est un compte de vente en ligne. C'est d'arriver à 5 ans à ça. C'est-à-dire que il faut que j'arrive en 5 ans à avoir 25% de ton chiffre d'affaires qui est fait de manière organique, c'est-à-dire de manière naturelle, donc là en utilisant les réseaux sociaux
en étant visible sur Google, moteur de recherche, de manière naturelle, de manière organique, c'est tout ce qui est non payant. 25% de ton chiffre d'affaires qui est fait depuis le display, donc tout ce qui est payant, Facebook Ads, TikTok Ads, Google Ads, etc., etc. 25% de ton chiffre d'affaires qui est fait depuis les places de marché et 25% de ton chiffre d'affaires qui est fait depuis le marketing d'influence, d'accord, avec des partenariats que tu peux avoir avec des influenceurs. Pourquoi j'essaie d'arriver à ça? Alors les 25% c'est approximatif, hein, d'accord. Pourquoi j'essaie d'arriver à ça en 5 ans? La raison est toute bête. Je vous ai donné l'exemple avec Naturelio, avec un business que j'avais il y a maintenant 10 ans, où on vendait des produits bio et naturels. 90% de mon chiffre d'affaires était fait sur Amazon, sur une marketplace. Et du coup, on était dépendant des marketplaces. Et le jour où c'est que Amazon nous a fermé le compte, on n'avait plus que 10% de revenus. On était complètement dans la mouise pendant 2 mois. Et du coup, pour éviter ça, si j'avais respecté ces pourcentages-là arrivés à 5 ans, j'aurais eu quand même 75% de chiffre d'affaires et j'aurais eu perdu que 25% de mon chiffre d'affaires. Donc ce qui est un peu embêtant, mais ne met pas en péril ta société. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir à l'esprit, même en dehors du e-commerce. Il faut toujours éviter d'être dépendant d'une source de revenus. Moi, par exemple, à titre personnel, j'ai plusieurs activités. J'ai formation, j'ai mes business, j'ai mon agence web, j'ai maintenant aussi l'immobilier. Et tout ça fait que du coup, si un jour j'ai envie, par exemple, d'arrêter la formation, c'est pas grave, j'ai d'autres sources de revenus qui font que financièrement, je ne suis pas trop au fond du trou. Et ça, c'est vraiment une philosophie qu'il faut avoir. Diversifier quand on a son compte, diversifier sur ce source de revenus, c'est ultra important. Pareil, quand on a une agence, par exemple, éviter d'avoir 80% de ton... Alors c'est basique, hein, mais ça, il faut vraiment y réfléchir. Hein, et éviter d'avoir 80% de ton chiffre d'affaires fait par un seul client. Parce que le jour où c'est que tu perds ton client, même si tu t'entends très très bien avec lui, moi ça m'est arrivé une fois, avec des clients avec qui je m'entends très bien, qui est devenu un ami, du jour au lendemain, du coup on ne travaille plus ensemble et du coup financièrement c'est compliqué. Heureusement que moi j'ai mes autres activités à côté qui fait que du coup je peux m'en sortir. Ce qu'il faut retenir de tout ce module, c'est qu'il existe plein de façons de gagner sa vie sur le web. Mais la meilleure façon est de mixer les différents modèles économiques afin d'avoir la meilleure stratégie de vente. D'accord? C'est-à-dire que le modèle économique, il ne faut pas en avoir qu'un seul pour mixer tout ça, pour pouvoir vraiment avoir un modèle économique global qui vraiment reprend tous les modèles économiques, les petits modèles économiques qu'on a vus ensemble, pour avoir une stratégie vraiment 360. Je viens de finir le module établir son business model. J'espère que j'ai été assez clair et que vous avez compris comment identifier un modèle économique pour le web et comment mixer tous ces modèles économiques pour avoir vraiment une stratégie globale de business. À bientôt.